Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind Power Q&A, encore une fois avec Nico. Et aujourd'hui, nouveau micro. Voilà, grosse update du podcast. J'espère que la qualité sera encore meilleure. En tout cas, on fait de c'est notre à mieux nous de avec faire les Nico. équaliseurs dans DaVinci là. Exactement. On vous cook du son là. Exactement. Enfin voilà, on espère que la qualité du podcast augmente d'épisode en épisode. Non, Donc ils sentent aujourd'hui- rien du tout. Mais si, c'est sûr. Mais les gens, non, il y a que les putains de nerds qui font attention. Il y a que C'est les vrai. gars comme nous. Bon, en tout cas, on est très content d'avoir fait ce premier épisode et on vous remercie pour tous les retours du podcast. Je vois que ça a fait plaisir à certains et du coup ça motive pour continuer à faire d'autres épisodes. Du coup on s'est dit, bah allez on fait un deuxième Q&A. Donc c'est bien parce qu'on a eu 5 questions pour le deuxième épisode. Donc si jamais on en refait un, je compte sur vous pour vraiment envoyer plein de questions, l'envoyer à vos potes, etc. Enfin bref, aujourd'hui, deuxième épisode du Q&A. Est-ce que Nico, t'es chaud de commencer direct ? Bah allez, hein, vas-y. Envoie les questions. Ok. Boire du maté, donc de la caféine, habitue le corps à devoir en prendre pour le sport ? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ok, je sais pas si c'était la fin de la question. Bah habitue le corps, en fait c'est que au début t'en prends de la caféine. Du coup, ouais putain trop bien, je suis plus fort. Après t'as des phénomènes d'habituation. Et du coup tu le sens un peu moins. Et ce qui est dur c'est que quand t'arrêtes et que tu retombes à tes niveaux d'énergie, tu retombes plus bas que quand t'en prenais pas avant. Parce que hormonalement ça fait des merdes. Et du coup la phase où tu te sevres entre guillemets, et c'est là où tu retrouves ton niveau normal de avant de sans en prendre. Sachant que toi, t'en prends pas, hein. Non, j'en ai jamais pris de la caféine. Et est-ce que tu pourrais Je dire bois que de pourquoi ? l'eau. Et je bois que de l'eau. Et je pense que je vais tester maltodextrine et électrolyte pour les entraînements. C'est dans les bacs là. Pourquoi ? Et est-ce que je peux... Pourquoi ? Ouais. Pourquoi je prends pas de café ? Bah... tu niques ton système hormonal. C'est genre... c'est le coup de fouet, c'est pas pour ça... Enfin, c'est pas pour rien qu'on dit ça. T'as un cheval, il est fatigué, et il est au bout du rouleau, tout ce qu'il a besoin c'est de se reposer, et toi, le café, ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne un coup de fouet pour... continuer à fonctionner et à avancer alors qu'il est déjà au bout de ses réserves, et du coup c'est le meilleur moyen de se détruire. En fait, si t'es fatigué et que tu crois que tu prends du café pour être bon parce que sinon t'es nul, en fait c'est que le problème il vient d'ailleurs, il vient de ta récupération en fait, et aussi du coup du volume de l'entraînement que tu fais et de l'intensité que tu mets et tout ça quoi. C'est juste que tu gères mal ton énergie. Ouais, mais c'est compliqué à faire comprendre ça à quelqu'un qui a bu du café depuis toujours, qui s'y est habitué, et pour lui c'est un vrai plus pour l'entraînement. Et même si à ce côté où effectivement tu vas puiser de l'énergie que tu devrais pas puiser, entre guillemets. Ça dépend, si t'es déjà bien, franchement ça passe hein. Après là je disais vraiment dans le cas où si quand t'en prends pas t'es naze de chez naze et que c'est ton niveau normal et qu'en fait t'es déjà en dette de fatigue, bah oui là c'est mauvais et tu fais de la merde. Sachant que dans tous les cas tu tires sur tes hormones, hein. C'est du cortisol et de la noradrénaline etc tu vois. Mais sinon effectivement bien sûr que c'est un plus pour l'entraînement, Moi, je pense- ça fait partie des dopages entre guillemets de l'homme moderne et voilà. Je pense que le pire des cas, c'est quand t'arrives à un stade où t'es tellement fatigué que même en ayant bu un café genre juste avant ou encore pire une grosse boisson énergétique, t'es en train de bâiller et en fait ça ne marche pas du tout. Et ça, je pense que c'est le facteur qui devrait vous dire ok, là il y a un gros dysfonctionnement, tu vois, normalement je bois une canette, ça m'excite, j'ai des palpitations, enfin j'ai les effets de la caféine, et là c'est pire, genre ça me réveille même plus. Je pense que c'est le facteur qui devrait te dire ok,
je fais une réactualisation de mes taux de caféine dans le corps. Et ça se fait naturellement en arrêtant d'en prendre pendant plusieurs jours. Je pense entre 3 et 7 jours, c'est bien. Ce qui fait que il y a une vidéo, et j'avais vu une vidéo sur YouTube qui expliquait super bien ce truc. Mais en gros, tu as des récepteurs dans le cerveau qui réceptionnent la caféine. Et puis ils en créent de plus en plus et pour prendre encore plus les molécules de caféine, etc. Et au bout d'un moment, ça sature. Et le fait d'arrêter d'en boire, ça va se réinitialiser à 0. Ce qui fait que quand tu vas reboire après une semaine sans caféine, théine, excitant, eh ben, t'auras tous les effets maxés à 1000%. Et genre juste un café, ça va te faire l'effet de comme si t'avais bu 3 cafés, une Monster la semaine d'avant en fait. Et du coup, à partir de là, tu peux recommencer à boire modérément, tu vois. Et dès que t'as besoin de trop de café ou trop de trucs et que ça ne marche pas, autant arrêter, remettre à 0 le système et repartir. Ça, c'est l'expérience chaud, que j'aurais partagée là-dessus, tu vois. Quand tu prends tes trucs et que ça marche pas et que tu bailles, là, t'es juste en train de détruire ta santé au max, quoi. Ouais, et le risque de blessure accru aussi, parce que du coup, tu pousses encore plus alors que t'es juste explosé. Bah oui, mais c'est le même principe que t'es du plus dopage, en accord parce qu'en avec ton corps. Ouais. Parce que en fait, ça te permet de faire quelque chose, un entraînement, alors que d'habitude, en fait, t'aurais juste dormi. Du coup, le différentiel entre dormir et faire un entraînement, bah, c'est sûr que t'as beaucoup de chances de te blesser. C'est exactement comme quand tu prends des stéros et compagnie, c'est que tes tendons, bah, ils soulèvent plus lourd, mais ils ont pas encore eu le temps de s'adapter. Et du coup, bah, arrachement et blessure. Tu vois ? Alors ça, c'est un sujet que j'aimerais vraiment traiter aussi, les déchirures du tendon et tout. Ça pourrait être intéressant. Parce que l'inflammation est contextuelle. Comment l'éviter en fait ? Ouais, mais on fait une petite parenthèse, mais sur la déchirure du biceps qui arrive à pas mal d'athlètes qui ont un certain niveau, mais des fois on a l'impression qu'ils vont très bien et que ça arrive vraiment comme ça, de manière hasardeuse, tu vois. Et que c'était impossible à prévoir parce que il y en a, ils seront fatigués, mais il y en a, ils vont te dire j'étais super bien et hop. Donc, tu vois, comment éviter ça, tu vois, comment mettre les chances de son côté, sachant que on a l'impression qu'on peut pas le contrôler et que c'est genre juste la vie. Bah si t'as tout fait d'optimal et que tu te blesses, bah c'est la faute à pas de chance, quoi, et ça fait partie du sport, c'est tout. C'est normal aussi quand t'arrives à des niveaux comme ça, bah de te blesser, tu vois. C'est pas parce que genre il y a tout qui est bien, oui, mais dans le corps tu sais pas ce qui se passe, et malgré le fait que t'aies pas d'inflammation, que t'aies bien dormi, que tu sois bien reposé, truc, bah ça peut quand même péter. Parce qu'on est tellement à la limite de l'adaptation du corps humain que bah tac, tu vois. Mm. Et puis à la différence, effectivement, si inflammation normale, cortisol, tout ce que tu veux, bah ouais, c'est le terrain propice pour la déchirure ou de l'arrachement, quoi. Ouais. Ouais, c'est les risques à prendre dans ce sport, quoi. C'est les risques, mais comme dans tous les sports, hein. C'est les risques du métier, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important, la blessure elle fait partie intégrante du sport, et c'est pour ça que c'est important en tant qu'athlète de faire tout ce qu'on peut pour optimiser, minimiser un maximum la probabilité de blessure, comme ça le jour où ça arrive, bah zéro regret, je suis droit dans mes bottes, je sais que moi j'ai tout fait ce que j'avais à faire, tu vois, en tant qu'athlète, et du coup bah ça fait partie du sport, réhab, etc., quoi. Prochaine question. Tips pour travailler la 2 finger, la 2 doigts planche. Bah déjà, alors, j'espère que celui qui pose cette question-là, il a dit press full. mais non, mais ça me fait marrer aussi et ça me fait penser à ça. C'est des fois, il y en a, ils sont là, ah ouais, vas-y tips, il y a trop ce truc de, vas-y, je veux que t'as fait ça. Magic tips. Je commence genre. Ouais, et magic tips. Alors qu'en fait, t'as pas les prérequis.
Mais non, mais tu vois. Oui, c'est niveau 200, gros, et t'es niveau 50. Va fermer des bouffes tout là. La dragodinde, tu l'as qu'à partir du niveau 100, tu vois. Bah oui, faut pas. Tu peux pas. Sinon, tu. Non, ou 50, bah, tu ou vas, 70, je sais plus. Tu vas mourir. 60, je crois. Je sais plus. Bah voilà. Non, mais en tout cas, toi, tu peux répondre là-dessus parce que tu l'as eu et t'as quand même bien master la deux doigts. Et un truc assez particulier sur ta deux doigts que je reconnaissais aussi, c'est que t'avais vraiment les doigts tout dur. Vraiment, ils se pliaient pas, quoi. C'était un truc de ouf. Et alors, du coup, est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est un truc que t'as travaillé et au début, tes doigts, ils étaient comme ça, tu vois? Les deux. Alors sur le truc des doigts, moi j'ai toujours eu des doigts très solides, tout droit, particulièrement le majeur, mais même tous les autres doigts en fait. Et j'ai des mains et des gros doigts de base. Mais ça fait pas tout. C'est-à-dire que t'as une manière de forcer dans les doigts, ou en mode tu curles un peu le sol comme ça, pour prévenir ce truc de je me repose complètement sur l'articulation. Et du coup, voilà, tu vois, t'as beau avoir les doigts tout droits, si tu commences et que juste tu reposes tes articulations et que t'es pas assez progressif dans ton renforcement de doigts, bah tu vas finir avec des doigts tordus. Puis voilà quoi. Et puis bah ceux qui ont les doigts déjà niqués de base, bah voilà quoi, c'est la vie. Et puis voilà. Hein. Est-ce que c'est possible pour un mec qui a une hyperlaxité des doigts de contrer ça et d'arriver avec des doigts tout durs, tout tendus, droits? Bah bonne question. Oui, dans une certaine mesure. Après, arriver au point d'avoir les doigts parfaitement droits, je sais pas. Mais moi, j'ai toujours été en mode, ok, si tu peux tenir la position dans le vide, bah c'est que le mouvement, il est possible. Du coup, t'as beau avoir ton hyperlaxité, ton doigt dans le vide, tu peux le mettre droit. Donc ça veut dire que tu peux produire de la force. Le corps, il est infini, production de force infinie, et du coup, bah c'est possible, tu vois. Après, maintenant, sur l'exemple des doigts, ça paraît quand même, ça paraît pas quand même hard. Il y a des mecs en maltaise qui le font, tu vois, qui sont hyper laxes et qui ont travaillé ce truc et du coup qui se reposent pas sur leur fosse olécranienne au niveau du coude. Parce que le coude, t'as une partie du coude qui vient buter littéralement dans la fosse olécranienne de l'olécrane et c'est ce qui fait ta butée mécanique du coude. Il y en a, bon, bah la fosse elle est un peu plus profonde, l'anatomie elle est différente, la butée elle est un petit peu plus courte. Et c'est de là que vient ton hyperlaxité. Et du coup, forcément, quand t'alignes les articulations, bah t'es plus en butée osseuse cartilagineuse. Et du coup, t'es en full biceps pour retenir cette hyperlaxité, quoi. Oui, comme on a pu le voir avec les coups de Livan, de ses maltaises d'avant et de ses maltaises d'aujourd'hui. Une question, est-ce que l'écart entre les deux doigts change parce que nos deux doigts ils sont pas déjà de la même hauteur, tu vois, et par rapport à une surface qui est le sol, qui est plat, tu vois ce que je veux dire? Déjà y a cette influence là où ton poignet est désaxé pour pour être sur un sol droit, tu vois. Donc comment contrer ce truc? Et puis t'en as qui font les doigts serrés, mais du coup bah tu vois bien que mon petit doigt il touche pas, du coup faut que je sois comme ça. Mais du coup j'écarte, enfin tu vois le truc. Bah je sais pas gros, tu te démerdes si non mais toi, bien, qu'est-ce qui faisait que tu te disais vas-y je vais avoir tel écart de doigt? Non, tu faisais pas serré en plus bâtard. Bah, je faisais comme ça quoi, écarté. Ouais mais tu vois je me rappelle une vidéo de Victor Kamenov, je crois il faisait serré non, comme ça. C'est ok, bon, un tips, donne un tips. C'est la moitié de son doigt, ils sont allongés sur le sol, quoi. Oui. Donne un tips. Bah, tips, pourquoi c'est comme si tu me posais la question, alors, je dois écarter les barres comment? Tu les écartes comme t'es bien, frérot. Bah, y a bien un exercice qui t'a aidé à avoir à soulever ta planche de doigts. À avoir des doigts plus forts. Mais non, mais l'écartement de tes mains au para. Oui. Non, mais ça, d'accord. Et bah, t'as testé comme ça. Et bah, tu fais pareil pour les doigts. Oui, ça, d'accord. Comme ça. Je disais un tips pour travailler la deux doigts. Ah, un tips pour travailler la deux doigts? Non. Oui.
Déjà, je suis là deux doigts, et j'ai beaucoup de savoir là-dessus et je l'ai donné à quasiment personne. Et déjà là, j'en ai dit beaucoup. Ok. Et du coup, c'est des Oui, trucs, c'est vrai. je les garde pour moi. En tout cas, je choisis à qui je les donne. Mais il y a beaucoup de choses sur la deux doigts que j'ai jamais dit à personne. J'attends encore celui qui mérite ce savoir-là. Ok. Ça marche. Ce sera moi, mais Déjà, oui, oui. là, franchement, aujourd'hui, j'ai été sympa sur le podcast. Hein. Sur le truc de laxité, machin. Mais non, bah, c'est peanuts par rapport à tout ce que je pourrais écrire, tout ce qu'il y a Mais comme, oui, comme oui. connaissance. Mais voilà. Comment étaient vos vies avant le street workout? Très bonne question. En mode la vie. Est-ce Comment que étaient c'est nos la vies vie de sport ou c'est avant ce le que la street? vie de manière générale? Moi, je pense que ça peut être de manière générale. Bah, moi, avant le street, déjà, ça remonte à longtemps. J'avais 15 ans, je pense. J'ai commencé le street au lycée, fin lycée, vers les 16 ans. Du coup, bah, avant, j'étais un lycéen normal qui faisait d'autres sports. J'ai fait plein d'autres sports dans ma vie avant. J'ai testé plein de trucs. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du tennis, du foot, de la natation, euh, des arts martiaux, plein de trucs. Jusqu'à tomber sur le street et me dire putain, c'est trop dur ce sport en fait, j'y arrive pas. Ça a l'air plus dur que les autres sports et tout. Du coup, bah, je m'en suis jamais lassé en fait. Et voilà. Et toi? Bah, ma vie avant le street. Ouais, c'est avec le street où, par exemple, mon regard sur le sport, il a vraiment changé. Avant, je faisais du sport en mode bah, le sport que tu fais un peu sur l'air du train, en club, voilà, après les cours, le soir. Mais le street, je sais pas si c'est le sport en lui-même, ou l'âge, ou le fait de pratiquer solo, livré à toi-même, ou un peu de tout. Et bah, ça m'a vraiment mis un pied à l'étrier quant à cette notion d'entraînement, d'adaptation du corps, et puis après tout ce qui en découle, du coup forcément de physiologie, d'anatomie, et, et ouais, et c'est le sport de haut niveau quoi en fait. Oui, tout de suite, tu Mais rentres surtout ce dans un truc autre de, degré ouais, ouais, d'implication. de cadrer, ouais c'est ça, de cadrer tes entraînements, et qu'en fait, en faisant les choses qu'il faut, et bah tu crées l'adaptation dans ton corps pour progresser dans ce sport. Alors qu'avant c'est juste bah j'y vais, je fais de mon mieux et puis voilà quoi. Et puis bah t'as le même niveau toute l'année quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment Mais cette j'ai l'impression que dimension c'est de lié à la je difficulté. mérite. Il y a vraiment cette dimension de bah mon corps il me donne que ce que je mérite quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était vraiment lié à cette difficulté de ce sport, en fait, des figures qui sont à la fois impressionnantes et en même temps tellement difficiles, et un tel challenge que ça booste ton ego et t'es en mode il faut absolument que j'y arrive et un peu ce truc-là que tu retrouvais pas dans les autres sports avant, en fait, qui était plus lambda, quoi. Ouais, c'était lambda quoi. Une stagnation est-elle due à un système nerveux pas assez sollicité, même avec 5 séances par semaine? Écoute, je vais commencer à répondre. Moi, je pense que non. Euh, c'est pas lié à un système pas assez sollicité. Ce serait plutôt l'inverse. Pour moi, une stagnation, elle est toujours due soit à un manque de capacité de récupération, soit parce que le mental et l'ambition, la motivation, elle est pas là. C'est-à-dire que si tu as un objectif clair et précis, tu sais ce que tu fais, tu as un vrai but, et que tu es bien physiquement,
avec ton corps, t'es forte, t'es à l'aise, et t'es pas en train de souffrir physiquement avec des blessures et tout ça, il n'y a pas de raison que tu stagnes. Peu importe le nombre de séances que tu fais par semaine, parce qu'il y a même des gens qui arrivent à progresser en s'entraînant 1 à 2 fois par semaine efficacement, tu vois, avec un but précis dans leur tête. Donc, remets plus en question quel est l'état physique, quel est ton état physique, tu vois, ta récupération, et ton mental, c'est-à-dire ton objectif, et est-ce que ton plan, il est bien, est-ce que tu exécutes un bon plan, tu vois, et remettre en question ce truc-là. Des fois, il y a des choses à changer pour relancer une progression. Et c'est pas lié à un système nerveux qui est pas assez stimulé ou sollicité, tu vois. Ou alors, faut vraiment que tu fasses rien du tout, tu vois. Nico ? Ouais, bah, c'est pas une question de est-ce qu'il est trop sollicité ou pas assez. Alors, ça peut être il est trop sollicité, mais en fait, ça revient toujours à la même chose. En fait, c'est ta méthodologie d'entraînement. C'est-à-dire que pour du street workout, 5 fois par semaine, si ça fait 6 mois que tu stagnes et que tu as un niveau débutant, intermédiaire, moyen, en fait, c'est ta méthodologie qui va pas. Donc la méthodologie, c'est quoi ? Bah, c'est ton plan, comme Julie l'a dit. C'est quel jour t'entraînes quoi, comment se passent tes entraînements, comment ils sont agencés, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps sous tension, comment est-ce que tout ça est managé pour gérer ton énergie de la manière la plus optimale possible pour être consistant à chaque séance et justement créer l'adaptation. Et l'adaptation, c'est le progrès. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai perdu la vidéo. Là, tu m'entends toujours parler ou pas ? Ouais, c'est juste ta vidéo. Ah bah, c'est ma co, parce que là, y a rien qu'à changer normalement. Mais Okay. vas-y, ok. Ouais, je pense que c'est ta co. Mais si ça se trouve, c'est ok de ton côté et ça s'uploadera bien, donc Non, c'est... continuons. J'ai pas besoin de te voir en vrai. J'ai pas de co là, de vidéo. Vas-y, Ok. continue. Le plan, la méthodologie, Vas-y. qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, le plan, la méthodologie. Ouais, en fait, clairement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on peut s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine et stagner en fait. Pourquoi ? Parce que on fait de la merde et on sait pas ce qu'on fait. Et généralement, quand c'est comme ça, ok, j'ai retrouvé la vidéo. Quand c'est comme ça, c'est que on sait pas ce qu'on fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé des fois où, tu sais, t'es dans ta vie, t'es comme ça, tu t'es habitué à t'entraîner et tout, mais t'es moins focus sur je veux tel move, je veux tel combo. Enfin, tu vois, tu vas à l'entraînement par habitude et tu sais que tu dois faire beaucoup et t'y vas. Mais en fait, à chaque fois que tu vas t'entraîner, t'es pas vraiment à fond dans l'entraînement de 1. Par exemple, des exemples tout cons, être sur son tel, parler à des gens, aller sur les réseaux sociaux et tout, quand tu t'entraînes, tout ça, à chaque fois que tu le fais dans ton entraînement, ça te sort du training, tu vois. Tu perds de la concentration et c'est comme si t'étais en examen, tu vois, et d'un coup t'arrêtes d'écrire et tu prends un livre et tu commences à le lire. Tu lis une phrase et genre tu reprends l'examen, genre. En fait, ton cerveau, genre, il peut le faire, mais tu perds un élan. Et tu vois, on en parlait un peu dans le dernier podcast. Il y a vraiment un truc dans la vie, c'est l'élan de quand tu te mets ton corps et ton mental à faire quelque chose, tu vois. L'élan d'être dans une sèche, si tu fais d'un coup un énorme cheat meal à 3000, 4000 cals, en fait, tu vas perdre l'élan de ta sèche qui a duré peut-être 3 semaines et du coup, tu repars de zéro. Et c'est pareil pour l'entraînement, c'est pareil pour plein d'autres choses. Et quand tu restes vraiment, quand t'as une haute capacité à être focus sur quelque chose pendant longtemps, et ben, il n'y a pas de raison que ça amène des résultats négatifs, tu vois. C'est forcément, je pense, positif, et c'est pareil pour l'entraînement. Donc déjà, refocus-toi sur toi, tes entraînements, ce que tu veux, comment tu t'entraînes, ton plan, etc. Et le fait d'être en accord avec ça et de le suivre,
et de le faire évoluer, bah, t'es conscient de ce que tu fais. T'es conscient de si ton entraînement il se passe bien ou il se passe pas bien. Donc, s'il se passe pas bien, comment je peux le modifier? S'il se passe bien, ok, comment je peux encore plus l'améliorer? Etc. etc. En fait, c'est le fait d'être conscient de ce que tu fais. Donc, c'est une chose de stimuler son système nerveux, mais encore faut-il le stimuler de la bonne manière, tu vois. Et des fois, il n'y a pas besoin de rajouter des séances, il n'y a pas besoin de le stimuler plus, il y a juste besoin d'être plus conscient de ce que tu fais, d'avoir des objectifs clairs, un plan, et pas faire n'importe quoi. En gros, voilà. Ouais, t'as beau avoir le meilleur plan, la meilleure méthodologie du monde, si tu fais pas les choses un minimum consciemment et que t'es pas impliqué mentalement dans ce que tu fais, bah il se peut que ça vienne de là et que c'est même pas une question de faire plus ou faire moins ou changer les entraînements, les machins quoi. Prochaine question, Thibaut WDL, avez-vous trouvé votre but dans la vie? Sinon, pensez-vous qu'il y en a un à chercher? Nico, je te laisse commencer. Bah, but dans la vie, en ce qui me concerne, je sais où est-ce que je veux arriver. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, je trouve qu'en philosophie, en analyse de la vie et de l'homme, quelle est la place de l'homme dans l'univers, il y a différents degrés de lecture. Et on peut pas forcément arriver au niveau ultime direct. Donc il y a des gens à qui il va falloir commencer par les bases, un peu plus. Du coup, pour répondre à un bas niveau de philosophie, de but de la vie, et qui est assez pragmatique, je sais ce que je recherche en mode qu'est-ce que je veux physiquement, où est-ce que je veux me trouver dans ma vie, genre, et quel est le truc en fait qui drive, on va dire, tout ce côté au jour le jour, au moyen et long terme aussi, mais en mode un peu comme un enfant qui attend son cadeau de Noël, tu vois. C'est très, on va dire, je veux ça dans la vie, tu vois. Et puis après, t'as le but de la vie qui est forcément le truc auquel t'arrives quand tu réfléchis sur c'est qui moi, c'est qui les autres gens, c'est quoi les hommes, c'est quoi la vie, c'est quoi la nature, c'est quoi la matière, c'est quoi les lois physiques, qu'est-ce qu'on perçoit de l'univers, c'est quoi l'essence. Mais en fait, tout ça, ça n'existe pas parce que c'est une interprétation de ton cerveau. Et puis au final, c'est quoi la conscience? Et puis bref, bon, quand tu commences à te poser beaucoup de questions là-dessus, en fait, sur tout ce que tu peux imaginer, en fait, t'es ici, le petit bout de conscience que t'as, et le but et le sens de ton expérience du moment présent, parce que c'est pareil aussi, faut bien comprendre qu'il n'y aura qu'une seule chose qui compte et qui existera pour toujours, c'est ici et maintenant. Et du coup, dans cette expérience d'instant infini de ici et maintenant, spatio-temporel, le but et le sens de ce truc-là, c'est d'expérimenter et de vivre l'amour et la relation à l'autre. Voilà. Fin de la réponse. Ok. Je rejoins Nico totalement. Mais je vais essayer de donner une réponse moins métaphysique, genre plus terre à terre. Terre à terre, c'était le mot que je cherchais. Sinon, pensez-vous qu'il y en ait un à chercher? En fait, je pense que oui, il y en a un à chercher. Et en fait, inconsciemment, on cherche tous un peu le but de notre vie. Souvent, on peut être en mode, la vie a pas de sens, parce que toutes ces questions métaphysiques auxquelles on n'a pas les réponses. Donc, ça sert à rien, donc il n'y a pas de but dans la vie, etc. Oui, c'est une réalité. Mais en fait, si tu t'arrêtes là, tu vas juste être une larve et tu vas rien faire de ta vie. Parce que de toute façon, t'es vivant. Donc, il faut que tu fasses un truc de ta vie parce que tu vas pas rester dans ton lit toute ta vie, tu vois. Donc, il faut que tu te trouves un but
peu importe s'il a de l'importance, s'il est réel, pas réel, si... En fait, peu importe. Il faut que tu te donnes un leitmotiv, tu vois. Peu importe ce que c'est, tu peux t'en donner plusieurs aussi. Et tu vas créer toi-même ton sens de la vie. Ton but à toi, tu vois. Il est subjectif et il est personnel. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu vas moins te faire chier pendant que tu vis ta vie sur Terre, en fait. Moi, c'est un peu ma réflexion, tu vois. Du coup, chacun se donne son sens. Ouais, moi, le sens de la vie, c'est de devenir réalisateur. Moi, c'est de devenir... voilà, moi, c'est de voyager dans le monde. Enfin, tu vois, c'est subjectif, en fait. Peu importe ce que tu fais, ça va rien changer au monde et à l'univers et tout. Mais ça va changer ta vie, tu vois. Donc, tu te donnes tes objectifs en fonction de ce que t'aimes et tes attirances et tout. Et maintenant que t'as un but dans la vie, bah t'es un homme nouveau, t'as un but, donc t'as la volonté de puissance, si on reprend les termes philosophiques, et du coup t'es dans l'action. Et à partir de là, le temps il passe vite, tu aimes ce que tu fais d'une certaine manière parce que tu as un but à atteindre, peu importe s'il est fictif ou pas, ou s'il a de l'importance ou pas, tu t'es fixé un but, donc t'y vas, et t'es dans l'action, et voilà. Après, est-ce que moi j'ai trouvé un but dans ma vie ? J'ai des buts, j'ai des objectifs, j'ai des ambitions, des passions et des motivations. Après, du coup, oui, j'ai trouvé. Et si tu n'as pas trouvé, Thibaut, je t'invite à avancer sur ton chemin, à te poser des questions et à tester des nouvelles choses. Voilà. Ouais, Est-ce si que tu te tu poses cette vois question. toujours ma caméra, Nico, ou pas ? C'est une question, parce que j'ai l'impression d'avoir freeze. Ouais, ça freeze. Ok, je vais l'éteindre. Vas-y, je te laisse continuer. Bah ouais, si tu te poses cette question, en fait, juste teste tout ce que tu peux. Et en fait, par l'essai, erreur, correction, le test, et bah tu vas finir par faire des activités où t'es en mode putain, c'est ça que je veux faire, quoi. Et c'est ça qui m'anime, et du coup, bah c'est là-dedans que tu vas trouver le but et le sens de ta vie. Du coup, juste fais. Alors, prochaine question. Êtes-vous dans la quête de la liberté financière ? Très intéressante question. Nico, je te laisse La liberté financière. commencer. Ouais. Non, je réfléchissais à la différence entre liberté financière et indépendance financière. Est-ce que c'est une différence ? Oui, on va dire que le fait de pas dépendre. Ah, mais non, parce que le fait de pas dépendre, c'est différent du fait d'être libre. Pour moi, Mais la bref. liberté financière, ça serait... Vas-y. Vas-y. Mais il y a du délai. Il y a du délai. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Ma caméra freeze, il y a du délai, il y a rien qui Pas va. grave, pas grave. Vas-y. Pour moi, la liberté financière, ça serait la situation dans laquelle où, en gros, t'as assez d'argent pour vivre comme tu veux, comme tu l'entends, en fonction de tes désirs, tes passions et tes objectifs, tu vois. Pour moi, c'est ça. Aussi simple. Ouais, alors que tu vois, moi, Donc, quand on me dit indépendance financière, c'est en mode. Ou liberté financière, c'est en mode. Je suis carrément soustrait au. Putain, comment on peut dire au système qui s'appelle l'argent, la monnaie. en gros, En mode, l'auto-indépendance. ouais, c'est comme ça qu'à chaque fois que tu me parles de ça, parce que c'est c'est le but, c'est mon but dans la vie, tu vois, c'est de me soustraire à beaucoup de choses, si ce n'est un peu tout. C'est que en fait, il y a même plus de question d'argent. C'est même plus une question de vas-y, je m'en bats les couilles, je peux m'acheter tout ce que je veux. C'est que l'argent a disparu dans mon système de vie. Ouais.
captes ou pas? Oui, je vois. Ouais. T'es totalement indépendant et tu vis dans un monde où il n'y a pas d'argent et parce que t'es autosuffisant dans ta ferme et t'as aucun rapport au monde externe, ce qui est très rare et quasi impossible en vrai. Bah, au monde externe, Tu bah peux oui et non, parce que être en je suis autosuffisante. plus que jamais dans le monde externe. Ah, Est-ce que la société, tout oui, ça, c'est pas de justement ce la qui nous coupe du monde société à la externe? société. Oui. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est ça. de la ville que tu vois, Mais oui, bon. voilà. Après, je pense que sa question était beaucoup plus terre à terre. Genre, est-ce que on est en quête d'avoir assez d'argent pour un jour vivre notre vie comme on l'entend, tu vois. Et ben oui, Bah, en ce qui me concerne, ça serait incroyable. en ce qui me concerne, bien sûr, mon gars, j'ai tout analysé, réfléchi. T'inquiète pas que là, tous les jours quand je me lève, j'ai une chose dans ma tête qui va la rester pendant encore quelques dizaines d'années, c'est de mailler et d'amasser le plus de thunes possible. Tu vois, le capitalisme, c'est un jeu. Et mon gars, j'en veux un certain paquet, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que si un jour on me donne assez d'argent ou je gagne assez d'argent pour construire ma maison dans un endroit tranquille et être en autosuffisance et vivre ma vie comme je l'entends, bah direct je bouge. Il est encore heureux que à notre âge, c'est ce qu'on veuille. En fait, dans la vie d'un homme avec un petit H pour les mâles, c'est, je veux dire, s'il y a jusqu'à aller 30-40 ans, en fait, t'es encore dans ce truc, dans ta phase de prédation. C'est-à-dire de quête énergétique et d'amassage de calories. Et l'argent est de la calorie dématérialisée, ni plus ni moins, tu vois. C'est une calorie adaptée à une culture et à une société, qui est quelque chose de temporel. Et donc, dans la première phase de ta vie, en fait, tu vas tout le temps chercher à amasser le plus possible pour ensuite construire quelque chose et le partager, et après le redistribuer plus tard dans ta vie, et t'auras bouclé un peu les 3 grandes étapes de ta vie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, ça fait partie un des buts dont, si on peut reprendre la question d'avant, duquel tu peux te fixer, quoi. Bah, te fixer, Alors, c'est... une question beaucoup plus... Vas-y, c'est le délai. Oui. Non, vas-y, quelle question next? Paco SW. Votre top 3 animé. Vas-y, commence, hein. Alors, ok. Ouah, c'est la question, elle est ardue. Mais je dirais Berserk en 1, Hunter x Hunter en 2 et Naruto en 3. Alors pourquoi Naruto? Parce que c'est l'animé de mon enfance qui m'a suivi toute ma vie et il y a tout dedans, il y a toute la vie, il y a... les musiques sont incroyables, c'est drôle, c'est triste, c'est puissant, il y a tout. Ça dure longtemps et c'est vraiment l'animé de mon enfance qui m'a fait aimer les animés, je pense. Il y a Dragon Ball Z aussi, mais c'est vrai que Naruto c'était quand même bien puissant. Ensuite, Berserk, c'est la plus grosse claque que j'ai jamais prise en regardant un animé, qui m'a fait me poser des questions métaphysiques sur la vie, philosophiques, et en même temps c'est bourré de... Oui, je dirais pas que... non, pas de spoil. C'est bourré de plein de choses intéressantes. Voilà, je conseille sans spoiler, mais je conseille réellement Berserk à toute âme, mais faut être prêt mentalement, on va dire. Et Hunter x Hunter, gros kiff sur l'animé. Franchement, pareil, c'est un animé qui reprend bien plein de choses de la vie,
plein d'aspects, l'amitié, la détermination, le courage, plein de choses. C'est vraiment agréable à regarder en fait, et il y a un peu de tout dedans. Et j'aime bien les animés comme ça aussi qui ont pas qu'un seul aspect. Des fois tu peux retomber sur des animés qui ont un aspect où c'est juste la vengeance ou la bagarre, ou d'autres c'est juste les gens qui parlent, ou enfin voilà. Et Hunter x Hunter, ça fait partie de ces animés là où t'as l'impression que ils reflètent l'essence de la vie, et il y a plein de choses intéressantes, plein de choses à apprendre. Voilà. Et si je peux mettre un petit quatrième, je mettrais Hippo aussi dans le tas. Et c'est pareil, c'est juste incroyable. C'est la vie, c'est la détermination, c'est le sport, c'est magnifique. Et toi, Nico? Hunter x Hunter, Vinland Saga et GTO. Voilà. Putain, Vinland Saga et GTO. Oui, je suis totalement d'accord aussi. Ah, c'est vrai que c'est puissant. Mais je savais pas que t'avais vu GTO. Ah oui, bah du coup, oui. Tu l'as vu il y a longtemps ? Décembre, non, décembre 2024. Ok. Intéressant. Et c'est un vieil animé, du coup ça peut être dur de s'accrocher, mais ça reste très philosophique aussi, et sur la vie. En fait, si t'as envie de relativiser sur ta vie et que t'es en dépression, regarde GTO. Ouais. C'est totalement ça en vrai. C'est vraiment le personnage qui va relativiser sur tout, prendre du recul, et te dire qu'en fait il faut juste kiffer sa vie, parce que la vie est trop courte quoi. Tiens, ça me fait penser, on n'a jamais parlé des mantras. Alors, c'est-à-dire, Bah tu vois, moi par exemple, j'ai des mantras. Genre quand t'as dit la vie elle est trop courte. Oui, c'est vrai. Et on n'a jamais parlé des mantras, que ce soit pour la vie de manière générale ou même les entraînements. C'est bah du coup, enfin free tips, hein. Mais les mantras c'est quelque chose de très puissant. Alors je trouve que c'est important, et si tu peux le faire avant d'avoir tes mantras, de te mettre dans un état de conscience supérieur. Ça va vraiment avoir un effet sur le moyen et long terme dans ta vie. Même des fois sur du court terme pour régler quelque chose. Mais ça va vraiment donner toute la direction et tout le sens à ta vie. Bah, on en revient au gars qui posait la question du sens et du but de la vie. Ça, c'est aussi un tips qui peut vraiment t'aider. Une fois que si là, t'as des trucs en toi que tu veux changer, ou même des trucs à acquérir, j'essaie de rester assez vague parce que c'est à chacun de les trouver. Mais bah, du coup, il y a peut-être des trucs que t'aimerais faire, avoir. Des problèmes que tu veux résoudre dans ta vie, des skills que t'aimerais poncer mais que t'arrives pas, bah du coup les mantras, donc c'est la verbalisation d'une phrase, d'un groupe de mots, d'un mot qui compte pour toi. C'est un peu, je vois un peu ça comme un marteau qui forge une pièce, c'est-à-dire que la pièce elle est chauffée, elle est à rouge vif, tu vois, à blanc, et ensuite faut la forger. Pour forger cette épée et qu'elle soit le plus stylée possible par rapport à ce que toi tu veux, il y a un truc qui fonctionne bien, bah c'est le marteau, tu vois, parce qu'avec le marteau, tu vas vraiment pouvoir donner la forme que tu veux à ton épée. Et donc les mantras, c'est le marteau. Et les mantras, ils viennent justement modeler un petit peu, enfin c'est un des tips qui viennent aider à modeler la vie que t'aimerais avoir. Et bah ça demande pas beaucoup de temps ou d'effort. En fait, en 5-10 minutes, tu peux te setup en acquérissant un niveau de conscience adapté pour. Et après, par la visualisation et aussi la verbalisation sonore, c'est quand même assez important dans un premier temps, plutôt que de les dire tout seul dans ta tête. Dire des mantras, c'est stylé quoi. C'est très très puissant. Voilà, moi je fais ça tous les jours depuis maintenant quelques années.
Et d'ailleurs, je voulais te poser la question justement. À toi, Jules, est-ce que t'en as ou est-ce que c'est un peu plus léger quelle est la place des mantras dans ta vie s'il y a place? Je pense qu'il y a place, et il y a place depuis que j'ai commencé ce sport, et aussi depuis qu'on se connaît et qu'on s'est liés d'amitié. En fait, c'est super puissant parce que tu verbalises ta philosophie de vie en un ou deux mots. C'est un peu ça pour moi, tu vois, un mantra. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui va avoir tellement de sens pour toi que quand quelqu'un va le dire, ça va signifier beaucoup de choses et ça va avoir un impact plus puissant que ce qui devrait être. En gros, tu ajoutes un affect émotionnel à un mot. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a deux là d'un coup qui me viennent en tête. Le tout premier, je pense, de ma vie, ça a été Davaï. Du coup, aujourd'hui, on peut le voir un peu en mode cliché et tout, mais c'est un des premiers mots qu'on utilisait en street pour se motiver. Et il y a beaucoup de gens qui l'utilisaient, et de gens forts. Il y avait une similitude entre être fort et dire ce mot, tu vois. Et s'entre-motiver avec ce mot. Et du coup, Davaï, c'est devenu un premier mantra où en fait, ça voulait dire... Genre, quelqu'un, il te dit, j'en peux plus de la vie, c'est trop dur et tout, tu lui dis Davaï, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, et ce mot-là, c'est devenu la puissance incarnée, tu vois. Genre, quand il y a un truc, quand il y a un moment qui est difficile dans ta vie, je me dis Davaï, et ça veut tout dire, tu vois. Ça veut dire beaucoup plus que ce que le mot veut dire en réalité, tu vois. Et ensuite, il y a juste vie, et ça, c'est un truc qui est venu de toi, Nico, parce que ça résume tout à son essentiel. Les moments de doute, les moments de faiblesse, tout ça. Enfin, c'est un peu comme le mantra, c'est comme si on ajoutait une parenthèse divine, tu vois, à un mot lambda. C'est assez drôle. Enfin, ça devient une sorte de divinité, tu vois, et de puissance protectrice, et enfin, c'est en ça que c'est puissant, je trouve. Et quand tu te dis, bah vas-y, juste vis, bah en fait, peu importe ce que tu traverses, du stress, du doute, tu sais pas, t'as peur, t'es bloqué, paralysé, en fait, bah tu te dis, attends, juste vis là, et hop, ça t'amène une clarté mentale, et hop, t'avances. Et quand j'y pense comme ça, je me dis qu'il y a plein de gens, en fait, qui se tatouent, d'ailleurs, des choses comme ça, des mots, des phrases, qui s'apparentent à des mantras. C'est assez intéressant. Et le fait de se le tatouer sur le corps, c'est encore plus puissant parce que c'est vraiment le smarto là dont tu parlais, tu vois. Mais là, il est écrit, tu vois. Donc à chaque fois que tu traverses un truc dur, non seulement bah, tu vas te le dire dans la tête, mais si tu le vois, il est ancré dans ta peau toute ta vie. Il est là, tu le lis, et c'est une piqûre de rappel, on va dire, tu vois. Et à chaque fois, tu le regardes et hop, ça fait ressurgir tous ces trucs. Et je trouve ça effectivement intéressant aussi des fois dans ta vie, il y a un mantra qui aura du sens à un moment donné, et 10 ans plus tard, il aura plus autant de sens. Et c'est important de le changer parce que vu que c'est lié à ta philosophie de vie, comme je disais, et qu'on fait que d'évoluer et de changer, souvent notre philosophie de vie de maintenant est pas la même que celle qu'on avait il y a 10 ans, tu vois. Et aujourd'hui, Davaï, ça a toujours autant de sens, mais peut-être un peu moins que juste vie. Et peut-être dans 5 ans, il y aura un autre truc qui sera encore plus puissant. Et du coup, c'est bien aussi de souvent y réfléchir, en fait, comme tu disais, et se poser la question. Essayer de trouver un peu, aujourd'hui, quel serait le mot qui serait le plus puissant pour moi et qui aurait le plus de sens, tu vois. Et voilà. Très, très intéressant, les mantras, effectivement. Ouais, le juste vie, en fait, il amène à un endroit et on s'en fout du chemin que tu prends pour arriver à cet endroit-là. C'est l'instant présent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire cet instant dans cet espace. Et en fait, quand t'es vraiment dans cet instant qui a à la fois de temps infini et de temps nul, et bah
tu t'aperçois que déjà les problèmes, c'est toi qui te les crées. Dans l'absolu, c'est ça. Et qu'en fait, tout va bien. Et du coup, si t'arrives à être si t'arrives à avoir cet auto-recentrage dans ta vie, en fait, c'est puissant parce que quand tu commences à trop partir en couille dans ta tête tout seul, dans le futur ou dans le passé, à te faire des nœuds au cerveau, et que t'as des moments dans ta vie où t'as débloqué ce skill de cet auto-recentrage, déjà la vie elle devient bien meilleure alors qu'il t'arrive des merdes, tu vois. et, Ouais. et du coup, ouais, ça, bien sûr qu'ils sont évolutifs au cours de la vie et qu'il y en a un dans 6 mois, 1 an, 10 ans, et tu le diras même plus parce qu'il aura plus de sens. C'est aussi très court terme. Par exemple, moi j'en ai un qui me suit, je pense qu'un de mes plus puissants et qui sera toujours là, c'est un jour, je vais mourir. Alors je dis je ou tu, ça dépend, des fois je varie un petit peu les points de vue, mais c'est le fait de visualiser ma mort tous les jours. Dans les périodes qui sont pas faciles, par exemple, quand j'allais au travail le matin dans la voiture, je me répétais ça. Je peux te dire que dès le matin à 7h30, ma journée, elle est pliée. Et quelles que soient les merdes que je traverse, en fait, ma vie, elle est trop bien. Elle est trop bien, et je veux dire, ma vie, elle est pliée dans le sens où j'ai déjà abattu la journée avant même de l'avoir commencé. No, ouais, ok, ouais, t'es tellement sur ton chemin et conscient de ce que tu fais, on en revient à ce qu'on disait, tu vois, que t'es dans l'action continue, tu vois. Et peu importe si tu meurs ce soir ou pas, t'es en train de faire ce que tu dois faire, quoi. Ouais. Même si ma journée, c'est de la merde ou quoi, ou ça va être dur et truc, je me lève le matin, je me dis, un jour, je vais mourir. Et du coup, ça transforme toute la merde que je vais vivre la journée, toute la journée qui va être longue, qui va être dure. En fait, putain, mais merci la vie de me faire vivre ça, en fait. Je remercie la vie de me faire vivre des trucs de merde de con comme ça. Alors après, tout dépend du degré auquel on arrive à le faire. C'est sûr que des fois, j'arrive plus à avoir cet auto-recentrage dans vraiment des cas qui sont très extrêmes. Mais petit à petit, en fait, quand tu arrives à augmenter ce seuil de tolérance d'extrémitude, et après, voilà, il peut m'arriver n'importe quoi, et en soi, je serai toujours full gratitude envers la vie, et putain, merci la vie qui m'arrive ça, en fait, parce que si ça serait que tout plat, ça serait nul, tu vois. Et du coup, je sais pas, ça t'apporte un détachement et un esprit de one life. Vas-y, mais mec, on s'en bat les couilles. Putain, un jour tu vas mourir, tu te rends compte? Pourquoi est-ce que tu fais pas ce truc que tu fais pas alors que t'as zéro excuse? Mais non, mec, un jour tu vas mourir, tu te rends compte ou pas? Est-ce que t'as déjà médité et visualisé ta mort? Je peux te dire que le jour où tu fais cet exercice-là, déjà tu seras transformé et tu te diras mais en fait putain je fais ce que je veux dans la vie quoi, je suis invincible, y a personne qui peut m'arrêter quoi. Ouais, c'est ça. C'est arriver à le conscientiser, se poser, tu vois, et y réfléchir et le visualiser pour prendre pleinement conscience de ce que ça veut dire. Et ça peut totalement modifier ta perception de la vie, tu vois, et de ton quotidien. Et plus tu reprends du recul comme ça, plus tu te dis putain, mais en fait, faut profiter de chaque instant, de chaque truc. Et en fait, on le dit tellement souvent, sans le conscientiser, que souvent c'est genre ah ouais, c'est bon, tu vois, on comprend, c'est bon. Mais non, 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 pose-toi et conscientise, gros. Et c'est. Non, 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 ta gueule. Pose-toi et vraiment conscientise-le. Et là, tu te dis, putain, mais oui, en fait. Et limite, c'est un devoir de vivre et de vivre pleinement, tu vois. Et dès que tu réalises ça. Et après, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu te dis, mais en fait, gros, je m'en fous. Parce que, genre, ma vie est trop bien, peu importe ce qui se passe, parce que juste je vis, tu vois, et non, c'est très puissant. C'est très puissant.
Et tu vois, bah tiens, un que j'avais récemment, donc, qui était vraiment 4 phrases que je disais. Là en ce moment je le dis plus, ou je lis, ou je dis une, enfin bref. Ça varie. Bah en plus, il y a le concept qui est dans ce mantra-là en lui-même. C'est la rivière qui coule. Un jour, je vais mourir. Verbêtre. Impermanence. Et du coup, ça, c'était mon mantra que je disais tous les jours parce que c'était vraiment ce qui avait trop de sens à cet instant, enfin à cette période-là d'il y a quelques semaines. Ça a duré 2-3 semaines. Après, en ce moment, je dis autre chose. Mais voilà, pour vous partager un des trucs que moi je disais récemment, bah ça peut ressembler à ça, tu vois. Et le un jour on meurt à leur vie, et aussi il est très puissant, je trouve. Ouais, moi je suis très. Tu vois, c'est pour moi le truc qui est encore plus puissant, mais c'est personnel, hein. Pour Jules, ça va être juste vie. Pour moi, ça va être un jour tu vas mourir, tu vois. Et c'est ça qui, qui me donne la hargne Ouais. pour la vie, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Ouais. Moi, je suis d'accord. Alors, on a fini les questions de la dernière story. Si tu veux, on peut reprendre des questions qui ont été posées sur les commentaires du dernier podcast. On a une ou deux qui Oui. concernent plus le street, mais qui peuvent être intéressants. Nico forçait ses holds en drop set pour avoir à la full tous les jours plus de grise de groove, mais comment il arrivait à bien récupérer? Putain, j'ai rien compris là. En gros, comment t'arrivais à récupérer alors que tu faisais tes holds en drop set, enfin bon, tes entraînements, et que tu faisais en plus du grise de groove tous les jours? Mais tu faisais pas du Bah, ça- grise de groove tous les jours? Non, bah, j'ai eu des périodes. J'ai eu des périodes sur mes 2 premières années street. J'ai eu des périodes où, par exemple, quand je pouvais pas m'entraîner, ou des semaines je pouvais pas m'entraîner, je faisais du grise. Et après, très vite, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je me suis vraiment créé une méthodologie d'entraînement à base de hold plus press, de négatif plus hold, et de combo et de travail au sol. Mais c'est tout. Mais voilà. Bon, en tout cas, est-ce que... du coup, si je rebondis quand même et j'essaie de tirer un truc bien de la question, est-ce qu'il y a des trucs qui faisaient que tu optimisais à fond ta récupération? Oui, voilà, parce que du coup, la question tourne autour de la récupération. Enfin, je vais quand même la prendre en mode ok, il faisait un entraînement, enfin un volume d'entraînement de malade, et pourtant, comment il faisait pour s'entraîner? En fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que en tant que pratiquant, athlète moins avancé, et dans tous les sports c'est pareil, quand tu vois, faut pas le voir en mode putain, lui il fait ça, il arrive à encaisser et à passer autant de temps à ses entraînements, bah moi je dois faire ça pour avoir son niveau. En fait, non, ça marche pas comme ça. C'est que en fait lui pour arriver là c'est pas un jour il s'est dit vas-y je m'entraîne comme ça, c'est que en fait il a progressé, et c'est le fait qu'il a progressé et c'est l'augmentation de son adaptation et ses performances qui ont augmenté qui l'ont amené à devoir s'entraîner comme ça pour justement continuer de créer l'adaptation et donc la progression. Et du coup, en fait, quand tu réfléchis comme ça, et que la seule chose que tu cherches, c'est l'adaptation, et c'est la gestion de l'énergie. Et du coup, en fait, voilà, ça répond à ta question. C'est que il faut que tu trouves le bon volume, intensité d'entraînement, le truc qui est le plus agencé possible, de manière à ce que chaque séance, elle soit productive. Ça veut pas dire être à 100% à chaque séance. C'est ça. Idéalement, c'est 80% d'énergie. C'est-à-dire que tu évolues entre 70 et 90% d'énergie. Et du coup, si c'est le cas, et que ta méthodologie est correcte et respecte les principes du street, et que tu t'entraînes au moins 4-5 fois par semaine, et en fait, ça va se faire tout seul, tu vois. Et quand tu stagnes, alors que la méthodologie, elle est bonne,
Ça, en tant qu'athlète débutant, pas forcément expérimenté, on le sait pas, mais tu vas le savoir avec de l'essai-erreur. Sinon, tu demandes à quelqu'un qui est plus avancé que toi. Il va te dire, ta méthodologie, elle est bonne. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un peu plus. Du coup, tu fais un quart d'heure de série en plus par jour, ou 3 entraînements sur les 5 dans un premier temps. Et tac, du coup, tu as step up là, tu fais un peu plus, tu progresses, tu restagnes, tu refais un peu plus. Et en fait, tu en arrives à un moment où ton jour de repos dans la semaine, tu t'entraînes 1 heure et demie et tu fais un peu ce que tu veux. Et c'était le point où j'en étais arrivé, c'est-à-dire que je m'entraînais 6 jours sur 7. Et mon jour de repos qui était le samedi, parce que ma semaine démarrait le dimanche, c'était je faisais ce que je voulais. Voilà, en général, je m'entraînais entre 30 minutes et 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, mais j'ai essayé d'éviter. Et je faisais du sol, des trucs. Enfin, j'en étais arrivé, des fois, je faisais des Maltese press sol ce jour-là, tu vois. Mais en fait, malgré ce que je faisais comme activité, je vais pas dire comme entraînement parce que je m'entraînais pas, c'était un repos actif, mais un repos actif qui est le niveau que beaucoup de gens aimeraient avoir. En fait, le lendemain, ça me permettait d'avoir retrouvé tous mes niveaux d'énergie et d'être capable d'avoir assez d'énergie et consistant pour les 6 jours qui viennent dans la semaine, les 6 prochains jours de la semaine. Et après, au bout d'un moment, j'en étais arrivé à ça et ça commençait à me trotter dans la tête, mais bon, après, ça s'est arrêté à ce moment-là. C'était de s'entraîner 2 jours dans la semaine. J'étais en mode, ok, je m'entraîne presque tous les jours, 1 heure et quart, 1 heure et demie, voire un peu plus des fois, on va dire 1h20 quoi. En fait, c'est faire 2 jours dans la semaine, 2 entraînements. 2 entraînements de, 40 minutes pour commencer, tu vois. Et puis après, tes 2 entraînements dans la semaine, tu vas pouvoir faire 3 entraînements, 3 jours où il y aura 2 entraînements dans la semaine de 40 minutes. Puis après, les entraînements, ça va être 1 heure et 30 minutes. Puis ça va être 1 heure et 1 heure. Et donc en fait, après, tu vas passer à 4 jours où tu fais 2 entraînements par jour, où tu fais 1 heure et 1 heure, etc., etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu arrives à une semaine, 7 jours sur 7, où tu t'entraînes 2 fois par jour pendant 2 heures. Et quel est le but de ça? Parce que on peut toujours augmenter la fréquence des entraînements, mais si tu progresses avec 5 jours d'entraînement à la semaine, 1h30 par jour, tu vois, pourquoi vouloir forcément augmenter sa fréquence d'entraînement? Non, c'est pas forcément, c'est en fait t'augmentes quand t'en as besoin. Tu fais plus quand tu stagnes. Quand ta méthodologie est bonne, que tu stagnes, c'est qu'en fait, ce que le corps vit n'est plus suffisant pour créer l'adaptation. Si tu arrives à créer l'adaptation avec le même volume d'entraînement, Oui. mais en changeant ta méthodologie, tant mieux. Mais la plupart du temps, et quand tu arrives à très haut niveau, en fait, le dernier levier d'action qu'on dispose, c'est augmenter, c'est faire plus en termes de temps sous tension, donc de volume, Oui, ou voilà. d'intensité, ou de trucs. Et donc là, on parle quand même bien du très haut niveau et il y a du temps avant d'en arriver là, sachant que la stagnation dont tu parles, il faut préciser que c'est une stagnation qui n'est pas due à un excès de fatigue où tu t'entraînes justement trop et du coup en fait le truc à faire c'est l'inverse, c'est s'entraîner moins. C'est une stagnation où t'es bien mais ton niveau ne bouge pas. Et ça, voilà, c'est là où tu peux commencer à te dire, ok, il faut que je m'entraîne un peu plus. Ouais, c'est ça, c'est que mais effectivement, ta c'est le haut niveau, stagnation... t'as du temps réellement avant que ça arrive, tu vois. Et du coup, c'est 2 stagnations différentes et il faut bien arriver à les identifier. Oui, c'est ça, c'est que ta stagnation, en fait, elle est due à ta méthodologie d'entraînement qui ne crée plus l'adaptation nécessaire dans ton corps pour progresser. Et donc, en fait, là, elle a beau être optimisée à fond sur le papier, le dernier levier qui reste, c'est faire plus. Du coup, tu fais un peu plus, tu redéclenches l'adaptation dans ton corps, tu reprogresses et voilà, quoi, infini. C'est ça. Cas pratique, tu t'entraînes 5 fois par semaine, mais tu remarques qu'il y a toujours un jour dans la semaine où t'arrives pas à t'entraîner, t'as pas assez récupéré de la veille et t'es tout nul et que ça fait un training ineffectif. Là, tu te dis, ok, j'ai du mal, 5 c'est trop, donc peut-être que
faut descendre à 4, ou il faut mieux gérer l'intensité et le volume d'entraînement dans tes trainings pour arriver à faire que ce 4e jour-là, tu arrives à le faire bien, tu vois, efficacement. Une fois que tu as résolu ce problème et que tu arrives à t'entraîner toutes les semaines, 5 fois et bien comme tu veux, et tout est effectif et tout est bien, et que tu as fini par t'y habituer et du coup à avoir une stagnation, là tu peux augmenter l'intensité, le volume et tout. Voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait. La pratique pour bien analyser C'est que si ton plan il marche ou pas, quoi. Si t'as des jours où t'es en dessous de 65% d'énergie, c'est que il y a quelque chose qui va pas dans la gestion de ton énergie, parce que ça sert à rien. Enfin, t'es pas censé descendre en dessous de 60% d'énergie. Et 60, c'est vraiment. En fait, si t'as un jour, tu démarres, t'es à 40% d'énergie, c'est que faut pas faire plus. C'est qu'en fait, dans la gestion de ton énergie, de ton nombre d'entraînements dans la semaine, ça va pas, parce que en dessous de 60% d'énergie, tu seras pas consistant. Et là, en fait, en dessous de 60% d'énergie, le corps, tout ce qu'il veut, c'est se reposer. Donc c'est pour ça qu'on évolue en maximum 90%, parce que 100% ça sert à rien, tu perds du temps aussi. 100% en fait c'est une prépa pour une échéance, pour une compète. 90% c'est les entraînements où t'es le mieux de ta semaine. Et voilà, essaye de pas descendre en dessous de 70%. Et donc dans tes 5 jours, si le pire entraînement il fait 70%, que le meilleur il fait 90% et qu'il y en a 2-3 autres où ils sont à 80%, et que tu stagnes, et bah effectivement là il faut faire plus. Donc tu peux rajouter un peu plus dans ton entraînement, dans tes entraînements, et au bout d'un moment quand tu arriveras à aller à, je trouve quand on arrive vers 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 5 fois dans la semaine, vaut mieux plutôt passer à 6 et où tu fais 50 minutes, 1 heure, et après en fait même concept quoi. Ouais. Voilà, je pense qu'on a donné pas mal de bons tips concernant ça. Comment passer, dernière question de Dames, comment passer de la straddle à la full? Bah si t'as Alors 10 secondes de straddle bien, bah tu lèves tes premières foules. Et si t'as pas 10 secondes de straddle bien, bah tu fais en sorte de les avoir. c'est ça, en vrai, il n'y a pas trop de questions à se poser, hein. C'est déjà maîtriser une bonne straddle. Et au bout d'un moment, il faut se lancer, hein, et il faut lancer ses premières foules, voir qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui fait que ça lève pas, ou que c'est moche, ou que t'es en pike, ou que t'es en banana, ou que t'es bras pliés. Hop, tu trouves tes points faibles, tu les notes, tu progresses dessus, t'améliores encore ta straddle, tu continues à lancer des foules, et ouais, tu vas commencer à améliorer ta foule et à débloquer tes premières secondes de foule. Tout simplement. Il faut être dans l'action et voilà, faut juste lancer quoi. Faire des tries. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait un épisode assez complet et Bah ouais, c'est on pas est mal. arrivé au bout des 1h10. questions. 1h10. Défaillance de la caméra, mais bon écoutez, c'est les inconvénients du live. Au moins vous avez une bonne qualité audio, c'est déjà ça. Et voilà, si vous avez des questions pour un prochain Q&A, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et ouais, likez. Prenez soin de vous. Likez, commentez, partagez. Entraînez-vous bien. Pouce bleu sur Spotify, 5 étoiles sur YouTube. Partagez le podcast à ceux qui peuvent, voilà, poser des questions. C'est vous qui faites le podcast. Et il faut que je fasse la miniature pour Jules. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, parce que moi, c'est figé. Je vais mettre un gros...
va pondre des miniatures de plus en plus folles. Ouais, faut que t'enlèves les mains bien parce qu'après il y a un détourage à faire. Ah ouais, putain. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ok, bon, bah merci les gars. On vous retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, entraînez-vous bien et peace.